La vie n'est que changement. Cette constance-là du changement, c'est un paradoxe nécessaire et naturel. C'est l'accueillir comme une étape en tant que telle, sans la juger. Enfin, est-ce que tu penses qu'au moment de la ménopause, son identité est encore plus bousculée? La femme serait réduite à ne servir qu'à faire des enfants. Et que lorsqu'elle ne peut plus, de par la ménopause, qui est un phénomène tout à fait naturel, elle est complètement invisibilisée. Dans ces femmes que tu rencontres, pourquoi tu penses que cette périménopause reste encore un peu tabou? C'est vraiment dû au patriarcat. Bienvenue à l'interview de Cell, un espace de conversation autour de la santé des femmes et de la périménopause. Nous sommes Tam Vanet, les fondatrices des Nouvelles Cell. Moi, c'est Vanet et je vais passer maintenant le micro à Tam pour présenter notre invité d'aujourd'hui. Ravie d'être avec vous. Alors, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir Rizlen Schreibi comme invitée à l'interview des Ailes. Tu es psychothérapeute, peintre et auteur. Tu explores à travers ces différentes pratiques les dynamiques humaines et leurs relations. Née à Tanger, ton parcours de vie entre plusieurs cultures, plusieurs pays nourrit un regard sensible et nuancé sur les femmes et leur expérience. Ton dernier ouvrage, Toujours Hot, aborde avec humour et lucidité les transformations vécues par les femmes lors de la ménopause. Et tu es engagée pour l'équité entre femmes et hommes. Tu as également créé un collectif de psychothérapeutes bénévoles à Casablanca qui offre chaque année plus de 2500 consultations pour des usagers démunis. Donc c'est super, on est vraiment très très honorés de t'avoir. Bonjour Rizlen. Bon, merci, toujours elle, voilà, ce que j'entends aussi, et merci de m'accueillir et d'accueillir mon dernier ouvrage, Toujours Hot. Et voilà, je suis là, disponible pour répondre à vos questions qui me tiennent à cœur, toujours, de partager tout ça, oui, avec vous. Alors, la première question, on se demandait dans ton parcours, en fait, est-ce que la question de la place de la femme dans la société a toujours été centrale pour toi? Ou est-ce qu'il y a eu une évolution? Raconte-nous, dis-nous. La première femme que j'ai placée au cœur de mon travail, c'est moi-même, puisqu'il faut vraiment se former en profondeur, se nettoyer avant d'oser aborder, ne serait-ce que par éthique, celle qu'on doit accompagner. J'ai aussi 3 filles, j'ai été entourée par un clan de femmes dans ma famille. En tout cas, c'est la question qui est revenue souvent dans cette famille et naturellement dans ma famille professionnelle aussi, puisque 90% des personnes qui consultent au cabinet sont des femmes. Et finalement, je pense même qu'on devrait pas seulement appeler ça de la psychothérapie, mais de la psychosociologie. De facto, de manière obligatoire, on ne peut pas accompagner quelqu'un de manière déconnectée de son environnement. Très certainement. Et puis, c'est pour nous, c'est notre thème central, c'est la périménopause. Et on a une question qu'on voulait te poser parce que c'est un sujet qui reste encore très peu exprimé, très peu abordé d'ailleurs. Donc on voulait savoir, donc dans ces femmes que tu rencontres, pourquoi tu penses que cette périménopause reste encore un peu tabou? C'est vraiment dû au patriarcat. Peu importe dans quel genre de culture on est, que ce soit occidentale ou ici au Maroc, arabo-musulmane, ce patriarcat, de par l'éducation des garçons et des filles, des petits garçons et des petites filles, de manière tellement naturelle, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que cette petite fille doit être éduquée dans la séduction, dans la douceur. Pourquoi faire? Pour aller attirer le bon masculin, le bon mâle, on va dire. Enfin, vraiment, on est dans des bases animales primaires et réductrices.
certes qui sont de l'ordre du biologique qui nous constituent, mais quand même tellement réductrices, pour être donc dans cette séduction, lui plaire et que éventuellement il lui ferait l'honneur de bien vouloir l'épousailler. Pourquoi faire? Pour procréer et grandir les rangs de cette société, que ce soit les rangs des musulmans, les rangs tout ce qui est occidental, judéo-chrétien, enfin voilà. Ça, c'est vraiment l'histoire, si on revient à l'anthropologie de cette histoire-là, malheureusement, sous des airs de modernisme, de société libérée, moderne, ouverte, sous des airs de femmes qui ont l'air libérées, eh bien, absolument pas. Puisque la plupart des femmes que j'accueille dans mon cabinet se retrouvent prises derrière un masque social. Donc, c'est une obligation de résultat et finalement jamais être elles-mêmes. Elles sont la fille d'un père, la femme d'un mari, la mère d'un fils, et que finalement c'est toujours mieux d'avoir un fils qu'une fille, surtout quand il est l'aîné. Enfin, on se retrouve dans des logiques parfois conscientisées et souvent, très souvent, inconscientes. C'est vraiment une espèce de mécanique, c'est un logiciel infernal qui tourne comme ça en boucle. Et surtout, le pire, c'est que c'est dans une autocensure d'elles-mêmes, ces femmes-là, pour répondre aux injonctions de la société, exigées par la société. Et donc, elles sont dans une philosophie de la servitude, de l'utilitaire au service d'eux. Et ça, c'est terriblement injuste, frustrant. Et ça, c'est vrai que ça me pousse des boutons de colère régulièrement que je ne peux pas exprimer en cabinet puisque nous devons rester neutres. N'empêche que ma partie d'écrivaine, j'espère, d'actrice sociale réagit et a envie de changer les choses, a envie de réfléchir, ne serait-ce que ça déjà. C'est ma manière de faire de la politique pour cette société, pour mes filles, voilà, pour toutes ces femmes qui sont là. Et puis, franchement, si on y réfléchit bien, puisque je ne suis pas cette féministe intégriste, on va dire, pas du tout. Je me fais même huer par certaines féministes parce que je ne le suis pas assez. Au service des hommes, puisque ces hommes-là pourraient eux aussi baisser la pression et arrêter de répondre à cette injonction de sois un homme, tu dois être fort et insensible et dans l'action et donc c'est cet rééquilibrage-là qu'on essaye possiblement de mettre en place et de sortir du physique, du regard de l'autre pour se réapproprier ces choses, pour réapproprier ses choix. Et pouvoir créer une vie à son image finalement. Et bon, si on sait même pas qui on est, on fait ça selon quelle image. Enfin, c'est complètement flou. Donc voilà le mouvement premier qui est venu de cette réflexion. Super, super. Et en t'écoutant, je fais juste une petite parenthèse. Parce que tout ce que tu dis, Vanessa et moi, on le travaille énormément lors de notre retraite de Women's Retreat. Voilà, ce patriarcat, il est vraiment très étouffant. Et finalement, tu parlais de la femme en tant qu'utilitaire, en fait, d'être utilisée pour le patriarcat. Et ça se passe tout au long de sa vie, que ce soit voilà, jeune fille à partir du moment où elle a ses premières règles, aussi à travers le fait de devenir maman. Et puis, il y a cette période, la périménopause et ménopause. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à toutes ces périodes que la femme vit, où son identité change de toute façon tout au cours de sa vie. Pourquoi, enfin, est-ce que tu penses qu'au moment de la ménopause, son identité est encore plus bousculée et pourquoi? Oui, on est dans ce schéma, cette logique de la maternité. C'est-à-dire que la femme serait réduite à ne servir qu'à faire des enfants. Et que lorsqu'elle ne peut plus, de par la ménopause, qui est un phénomène tout à fait naturel, elle est complètement invisibilisée. Alors déjà que dès qu'on a ces règles, il faut pas trop faire de bruit ni trop montrer ça. C'est assez tabou. Il faut rester discret. C'est pas chic, c'est pas classe, c'est pas joyeux. C'est pas une façon de
avec laquelle on est censé penser que de dire j'ai mes règles, voilà. On doit invisibiliser ça. Après, on doit servir, et puis après, quand on ne peut plus servir, on est encore dans l'invisibilité. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et moi, je trouve que justement, ce que je prône et ce que j'essaye d'instiller, de planter comme graine, c'est de faire son coming out. Alors voilà, jusque-là, on a été ce qu'on a été. Mais maintenant, ne serait-ce pas l'occasion, au lieu de continuer à répondre à ce qu'on exige de nous, tu sers plus à rien, allez, next. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement se mettre au grand jour, au cœur de soi, et avec accueil de soi-même et de cette sororité qui pourrait et vraiment la sororité, j'inclus les hommes dans cette sororité, c'est cette amitié bienveillante dans le non-jugement, cette entraide naturelle finalement qu'on devrait avoir entre êtres humains face aux dérèglements divers et variés de notre planète et aux guerres aussi. Voilà, c'est le moment peut-être de déployer ça comme on déroulerait un tapis, pourquoi pas un tapis rouge, pour que enfin on puisse se réaliser en tant que personne et oser sortir des injonctions qui nous sont imposées, des demandes qui nous sont imposées, et aller vers des besoins personnels, essentiels, voilà, sans agresser personne, sans rien révolutionner de manière violente. Moi, je vois ça comme une douce révolution et une opportunité, justement, cette phase de ménopause. Alors, est-ce que, en t'écoutant, je pense une chose, est-ce que la société, elle est prête à donner cette place à cette femme qui change, qui évolue? Ce que tu disais, c'est très beau, regarder d'ici vers l'avant. Et c'est justement, je pense, en tout cas de manière personnelle, que c'est justement la manière la plus sage de pouvoir avancer, parce que si on est toujours dans les rancugnes de l'arrière, ce qui s'est passé derrière, on n'évolue pas, on est toujours en train de tourner en ronde. Enfin, je ne sais pas si tourner en ronde, mais en tout cas, on est toujours avec un goût amer. Alors, qu'on pourrait aller vers l'avant, si on pourrait changer cette vision et la femme pourrait trouver une place. Et dans une société qui voit comment elle évolue, qui la comprend en tant que femme, comment elle évolue. Est-ce que tu penses que la société est prête à ça? Ou voilà, dans un regard un peu plus sociologique? Oui, je vais vraiment me concentrer sur la société marocaine que je connais le plus. La société n'est pas prête, mais c'est à nous de jouer, c'est à nous de vulgariser toutes ces notions. Ce sont des émissions comme les vôtres, ou à la radio, ou à la télévision. Ce sont comme des écrivains comme je pourrais l'être, ou d'autres collègues qui mettent la lumière sur ce qui doit émerger de manière sensée et naturelle finalement. De plein droit, sans demander de permission. Ça suffit, les demandes de permission. Est-ce que j'ai le droit de me mettre dans la lumière? Est-ce que j'ai le droit en tant que femme d'être dans la pleine puissance de ma personne, de mon être? On va juste arrêter de demander des permissions. On va avancer. Évidemment, certaines ne sont pas prêtes, certaines manquent de courage. Il y aurait éventuellement quelques interférences météorologiques dans leur système familial ou sociétal, effectivement. Mais nous sommes là pour les accompagner, pour faire les choses en douceur, encore une fois. Et ça, c'est essentiel. Il y va du bien-être de notre société. Tant que la société reste dans cette dichotomie, dans cette séparation des hommes et des femmes, je ne pense pas qu'on puisse construire un monde équilibré et viable pour nos descendants, pour nos enfants. Je pense que le chaos environnant ne serait que renforcé par le chaos relationnel homme-femme. Et aussi, ce que je tiens à dire, c'est que parfois, même souvent, franchement, ce que j'ai rencontré, il n'y a pas pire misogynie que les femmes envers d'autres femmes. Ça, c'est quand même terrible. Il n'y a pas pire que certaines mères face à d'autres femmes. Il n'y a pas pire que des mères qui ont utilisé leur fils comme pouvoir, comme arme à leur côté, au détriment de leur propre fille. Et puis, revenir à cette loi, par exemple, de l'héritage, où un frère va hériter le double de sa sœur. Pourquoi faire?
qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que moi, quand je paye mes impôts, je paye la moitié que ce que mon frère paye? Absolument pas. Donc, à un moment donné, il va falloir se regarder en face, oser mettre le doigt là où ça fait mal et commencer à planter des graines. Peut-être que dans 25 ans, on verra. Bon, je vois quand même que dans le monde occidental, c'est pas génial non plus. Mais bon, ne serait-ce qu'au Maroc, si seulement on appliquait, par exemple, nous sommes une société assez religieuse, et si seulement on pouvait sortir du dogme et de la manipulation et de la prise de pouvoir politique. Moi, j'ai l'impression que parfois on m'a volé ma propre religion, qui est l'islam, et revenir à la base de cet islam pacifiste, dans l'écoute, dans le respect, la douceur, le partage. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est très bon ce que tu dis. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir. Tu as parlé tout à l'heure des injonctions qu'il y a dans la société envers les femmes et surtout ces injonctions contradictoires. Elle a ses règles, mais il faut pas trop le dire. Et chaque mois, voilà, on les a. Tout le monde est content. Voilà, enfin, quand je dis tout le monde, la société est bien contente qu'on puisse reproduire, mais en même temps, il faut cacher. On n'est pas libre de l'exprimer. Pareil, pareil pour la ménopause, si c'est pas plus. Et enfin, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais juste pour dire que moi, ça me parle beaucoup. Et pour venir à ton livre Toujours Hot, tu utilises beaucoup l'humour et l'autodérision. Et pourquoi tu as fait ce choix? Est-ce que tu penses que l'humour et l'autodérision sont importants ou sont la clé pour justement traiter de ces sujets qui sont encore tabous dans la société? Tout à fait, tout à fait. Déjà, l'humour, c'est l'arme du faible pour faire passer des messages partout dans le monde, peu importe les contextes et les sujets et les thématiques. C'est la politesse du désespoir, comme je ne sais plus qui a dit ça, c'est pas moi. En fait, il n'y a pas mieux que l'humour pour contourner les résistances, pour contourner des blocs de béton, parce que l'humour va éveiller, va faire quitter la personne va pouvoir quitter son mental et ses résistances naturelles pour aller vers une émotion. Et à travers ce sourire ou ce rire, on se place plus au niveau du cœur qu'au niveau du cerveau. Et hop, il y aurait peut-être un interstice pour faire passer un message, ne serait-ce que un mot dans une phrase qui pourrait accrocher, faire réfléchir ou créer un vis-à-vis, un dialogue, en fait, finalement. Ça, c'est essentiel, hein, dans la vie en général, même dans les couples, en thérapie de couple. Je vois que c'est extrêmement salutaire. Les couples qui durent ont beaucoup usé de cet humour-là pour pouvoir mettre de la distance, finalement, de l'autodérision au lieu d'aller d'une manière frontale qui est contre-productive, finalement. Donc oui, l'humour, aussi tout ce qui est cette fable graphique, donc des dessins, qui sont partis de peintures que j'ai réalisées quand j'étais enceinte de ma fille aînée il y a 30 ans et que j'ai retrouvées dernièrement, et j'ai un peu décliné comme ça avec ces dessins-là. Je suis partie de là. C'est comme si maintenant, moi, ménopausée, j'ai bouclé la boucle finalement de cette femme enceinte que j'étais à aujourd'hui ménopausée pour redonner naissance à ce Toujours Hot qui est là. Et justement, le graphisme, le dessin, c'est une approche visuelle qui fait appel à un autre sens que le rationnel finalement, que la réflexion, et pour encore une fois faire passer les messages, pour rendre les choses accessibles, pour décupler l'effet qu'on pourrait avoir pour faire passer ce genre de message et continuer à vulgariser. C'est une sorte de résistance par la non-résistance, par le saupoudrage d'émotions, qui font plus tard réfléchir et pas juste y aller de manière intellectuelle et de réflexion qui vont bloquer l'émotion par la suite. C'est vraiment le chemin inverse que j'ai cherché à faire. Dans ton livre, tu as deux personnages qui traversent la ménopause, qui sont en ce moment de transition hormonale et qui vivent ces changements et qui vivent ces aventures et sa complicité aussi et tout ça.
Et en fait, c'est deux femmes qui, à un moment donné, je pense, ils commencent à ne pas plus reconnaître dans les mêmes manières aux visions qu'ils avaient d'elles dans le passé, quand c'était plus jeune. Qu'est-ce que toi, ou qu'est-ce que ces personnages, ou qu'est-ce que ces personnages diraient aujourd'hui à des femmes qui se reconnaissent plus, par exemple? À des femmes qui sont en train de regarder cette interview et ils se reconnaissent plus. Alors, ces deux personnages, c'est moi, c'est vous, c'est voilà, ceux qui nous écoutent, évidemment. Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait que cette nouvelle étape de la ménopause n'est qu'une vue de l'esprit, puisque finalement, si elles y regardent bien, depuis la naissance, ça n'a été que changement. On passe des bras de sa mère à devoir se mettre debout. On passe de debout à devoir marcher, à devoir courir. On passe de ça à, tiens, tout d'un coup, il y a les règles qui arrivent. Après, on passe par devoir enfanter. Mais alors, il n'y a pas plus explosif que ce genre de changement-là dans le corps d'une femme. Et là, ben voilà, on passe par des bouffées de chaleur, par oui, j'ai un peu mal, j'ai du mal à dormir. D'autres changements. La vie n'est que changement. Cette constance-là du changement, c'est un paradoxe nécessaire et naturel chez tout être humain. Et pareil pour les hommes, finalement. Hein. On passe de ce petit garçon à celui qui commence à avoir la voix qui mue et ses poils qui poussent de partout et qu'il se demande ce qui lui arrive. Ces explosions hormonales sont naturelles. Et si on y regarde bien, ont toujours été là. Donc, je ne vois pas pourquoi on va stigmatiser, mettre la loupe, le microscope sur ça. Oh là là, ça c'est plus grave qu'autre chose parce que j'ai encore un peu plus mal, j'ai un peu plus chaud, oui, certes, hein. Il y a des désagréments. Et puis, ce sont des ressentis très subjectifs vraiment d'une femme à l'autre avec des degrés différents. On est d'accord? Comme les règles, comme les douleurs de règles, comme les corps, comme les grossesses. Il y en a qui prennent 30 kilos, il y en a qui en prennent 12. En tout cas, toutes ces étapes de vie finalement. Donc, c'est pas banaliser, c'est cette étape. C'est l'accueillir comme une étape en tant que telle, sans la juger. Et ça aide beaucoup les femmes dans ce non-jugement. Ça les aide beaucoup à être accueillies par exemple, nous, les psys qui les accompagnons, mais être accueillies déjà par elles-mêmes. Ça apporte cette douceur de ne pas se juger, de ne pas s'en vouloir, de ne pas être agressif envers soi-même. Déjà que, par exemple, souvent on me dit, mais les conjoints nous agressent un coup. Oh, encore ta bouffée de chaleur, encore ta ménopause, encore tu m'as réveillé la nuit. Voilà, on peut même parler de la libido. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Il se trouve, si on peut faire un petit moment, une pause sur la libido. Il se trouve qu'à un certain âge, avec quelques années de kilométrage dans le couple, naturellement, il faut réinventer sa vie sexuelle et ne pas continuer tranquillement comme si de rien n'était. Cette créativité, elle est nécessaire. Et la libido n'arrive pas qu'au moment où on arrive au lit et que l'acte sexuel va avoir lieu. La libido, elle se cultive toute la journée. Elle se cultive toute l'année par des regards, par de la complicité, par des partages, par des petits moments coquins, voilà, d'échanges, même de pics, de titillage. Voilà, ce sont tous ces petits mots-là qui sont essentiels, qui vont tricoter la relation. Et c'est cette relation tricotée qui va sécuriser la femme et grâce à laquelle elle va pouvoir être toujours dans cette propension de désir, d'acte sexuel et d'attraction face à son homme. Voilà, c'est ça qui crée la bonne libido, qui la maintient. C'est pas parce que mes hormones sont déréglées. Les hormones sont déréglées après une grossesse, pendant l'ovulation, tous les mois, les hormones. Voilà. Donc, si on prend du recul justement et qu'on s'autorise ça peut donner vraiment des choses très intéressantes. Je peux faire qu'un parallèle, encore une parenthèse sur la libido pour te suivre dans tout ce que tu disais. Dans la retraite qu'on propose,
On a une intervenante, une thérapeute sexologue qui elle propose des retraites d'amour, faire l'amour en conscience. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire ce qui avant pouvait peut-être être aidé par les pulsions biologiques, hormonales, à un moment qui finalement en fait ne sont pas, on les vit dans l'inconscience. Finalement, le temps, l'expérience, l'âge, les changements font que on sort de cette inconscience et on va vers la conscience. Et c'est tout ce que tu décris, c'est la complicité, c'est la bienveillance durant tous les moments de la journée, l'accompagnement qui fait que ensuite on entretient ça et donc c'est exactement. J'allais même on est bien aligné. On est bien aligné. Non, j'allais même rajouter, oui, la conscience et la bonne foi de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir. Il faut le vouloir être dans ce lien, dans cette relation. Hein. Si on est évidemment dans des relations dans l'évitement ou la fuite, bon, voilà. Après, on est là en tant que thérapeute, quoi, pour aider si on nous le demande en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors, à Nouvelle-Zèle, on a une question signature qu'on pose toujours à nos invités en fin d'interview. Tu sais que nous, on fait beaucoup de sensibilisation par rapport à la périménopause, c'est-à-dire cette période qui peut aller jusqu'à une dizaine d'années avant la ménopause confirmée, c'est-à-dire l'arrêt des règles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements et qu'on accompagne les femmes au niveau physique, au niveau santé. Mais bon, toi, avec ton expérience, tu suis les femmes au niveau psychologique. Et donc, à ces femmes-là, qui ont une quarantaine d'années ou qui ont tout juste 40 ans, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Parce que nous, on se rend compte qu'à 40 ans, les femmes qu'on côtoie, elles ne sont pas du tout. La plupart font vraiment l'autruche. Alors oui. c'est pas pour les juger, parce que la société ne nous parle pas aussi de cette étape qui va suivre. Donc on est dans une bulle, dans une inconscience de notre cycle naturel de femme. Et donc toi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes de 40 ans qui peut-être n'ont pas encore commencé à avoir de symptômes, qui ne se sont même pas projetées, alors que, voilà. Ouais, il est vraiment essentiel pour le bien de toutes et de tous, parce qu'on parle du couple et de la famille, il y a les enfants, il y a tout l'entourage, de s'octroyer un espace-temps à soi. Il y en a, c'est 1 heure par jour. Il y en a, c'est 3 jours par semaine. Il y en a, c'est 1 semaine par mois. Il y en a, peu importe comment vous l'aménagez. Il y en a, c'est 1/4 d'heure par matinée. Enfin, voilà. Et ça, c'est essentiel, puisque ça permet de se réapproprier sa personne, de récupérer sa télécommande, si je peux me permettre. D'ailleurs, à la fin de ce recueil de Toujours Hot, moi, j'ai mis des pages blanches comme un zapbook où on va pouvoir, c'est un espace à soi, on va pouvoir écrire, dessiner, mettre tout ce qu'elles ont envie d'y déposer. C'est essentiel. Ça veut dire cet espace sacré, non négociable, qui est pour elles-mêmes. Et évidemment que si on récupère cette énergie pour soi, on ne pourra que mieux la partager. On sait que la femme, ô combien elle aime le partage, elle aime être dans le don. Encore faut-il qu'elle en ait l'énergie. Super. Et justement, en parlant de ton bouquin, où est-ce qu'on peut trouver Toujours Hot? On va parler du Maroc pour l'instant. Où est-ce qu'on peut trouver au Maroc ce livre pour toutes les femmes qui regardent et qui sont intéressées à le trouver? Alors, dans toutes les bonnes librairies connues, officielles, Pignon sur rue, à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, voilà, par exemple. Vraiment très disponible un peu partout, là où on trouve d'autres livres, voilà, tout simplement. Très bien. Très bien, parfait. Et à Paris, voilà, je ne sais pas si vous diffusez, mais à Paris, la librairie Le Tiermite
à côté du Panthéon, nous représente aussi. Donc, ça serait disponible là-bas. Super, en plus bien placé à Paris. Oui. Super, c'était un vrai honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui, d'avoir cette vision. On a plusieurs visions, plus à niveau médical sur cette étape et sur la santé hormonale de la femme, mais cette volet un peu plus sociologique et psychologique de la femme était pour nous très important de l'aborder, et avec toi, ça a été un vrai plaisir. Merci. Je ne sais pas si tu veux finir. Écoute, non, je voulais vous remercier aussi. Tamara, peut-être que je te laisse finir et après je vous remercierai à la fin. Non, moi pareil. J'ai beaucoup apprécié l'échange. Encore une fois, je trouve qu'on est très alignés et c'est super. Comme tu parlais de sororité, c'est ensemble qu'on va faire bouger les choses. Et c'est super de voir que qu'on est plusieurs femmes à avoir les mêmes réflexions, à avoir la même envie de faire évoluer le statu quo ou le poids qu'on peut ressentir en tant que femme dans la société. Donc moi ça nous fait beaucoup de bien de voir qu'on n'est pas seul. Ce sont des envies très saines et vraiment merci à toi, merci à Vanessa, et vraiment continuez à faire ce que vous faites, c'est essentiel. Continuez à diffuser, à porter la parole des femmes. Je trouverais ça même intéressant, peut-être, pourquoi pas, d'inviter un homme, parce que je pense que des regards masculins dans ce genre d'émission, ça serait un bon complément, qui aurait sa place. Je trouverais ça intéressant, mais ça, c'est votre édito à vous. Un homme féministe, non? Oui, mais il en existe, évidemment, et heureusement. Bien sûr qu'il en existe. Ouais, il en existe. Un homme qui aime les hommes, un homme qui aime les femmes, un homme qui aime la nature humaine. La nature humaine, et un homme responsable finalement, dans ses relations. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Super. Et merci à tout le monde qui nous a suivis. Et on se retrouve dans une autre édition de l'interview de Celle pour continuer à parler des femmes, des périménopauses, des sociétés et de la santé hormonale. Bisous. Super. Bye. Bye.